On va terminer cette deuxième journée REFMER avec une restitution des différents ateliers. Donc je vais demander aux responsables des 4 ateliers de bien vouloir venir et de présenter les, euh, les conclusions, les grandes lignes qu'ont pu ressortir au cours de ces 2 heures d'échange. Bon, eh bien, on va tenter une restitution un peu sans filet et sans notes également. Enfin, le peu que j'ai prise récemment. Ouais, j'ai fait un peu le mauvais élève. J'ai fait les notes assis sur les marches là tout à l'heure. Donc là, notre atelier concernait les prédictions de marée. Alors, on avait légèrement élargi le sujet aux prédictions de marée, également tout ce qui est prédiction et modélisation de courant de marée. L'idée étant d'échanger sur les pratiques, sur les méthodes, avec effectivement plutôt, c'est quand même très axé sur la manière dont ça se fait au CHOM aujourd'hui, hein, voilà, et puis on attendait un peu des feedbacks des gens qui étaient là, et puis on en a eu. Donc sur l'aspect prédiction de marée, on a un peu expliqué les méthodes utilisées au CHOM sur les prédictions de marée. Donc tout part d'observations. Il faut des observations suffisamment longues. Sur ces observations, on va faire une analyse harmonique pour être capable de discerner les composantes harmoniques du spectre de la marée. Voilà, on fait également des concordances par espèce. Enfin, je vous fais pas le détail. Il y aura une formation sur le sujet à Brest la semaine prochaine. Je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas pu assister à l'atelier. Voilà les outils qu'on utilisait. On a également on a également assez rapidement présenté les produits de marée qu'on fournit au CHOM. Alors bon, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à lire, la question des produits au CHOM, mais c'est un feedback qu'on a eu, enfin un retour qu'on a eu un peu des personnes qui étaient là. On s'est bien rendu compte que en présentant nos produits entre le 1000 ports, le 100 ports, les prédictions à la carte, etc., ben, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc là, il y a sûrement quelque chose sur lequel il faut qu'on clarifie. On a eu également des échanges sur les problématiques liées à la tarification. Alors bien évidemment, les gens qui utilisent nos produits de marée trouvent dans l'ensemble qu'ils sont trop chers. Ils aimeraient qu'ils soient gratuits. Alors on fournit des produits gratuits, mais qui ont certaines limites, puisque c'est des produits qui sont uniquement pour la visualisation. Voilà. Bon, et puis, plus largement, il y avait des gens quand même très compétents à cet atelier, hein. On n'a pas fait uniquement un cours, on a quand même eu des échanges sur les outils d'analyse harmonique, quels sont les meilleurs outils à utiliser, comment faire pour combler les lacunes dans les séries de données pour pouvoir faire des analyses harmoniques derrière en fréquence. Voilà, bon, il y a eu plusieurs échanges comme ça sur lesquels que j'ai pas forcément noté, mais bon, ceux qui étaient présents, il y a eu des échanges assez riches. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut sans doute qu'on communique un peu mieux sur la différence entre des prédictions et des prévisions. Alors avec toujours cette idée qu'au CHOM, on est capable de faire des prédictions de marée, mais on ne fait pas des prévisions. Enfin, on en fait d'ailleurs. Je vais me faire taper sur les doigts si je dis qu'on n'en fait pas. Mais bon, en tout cas, il y a une différence très nette entre des prédictions de marée et des prévisions de hauteur d'eau. Et la marée est quelque chose d'à peu près déterministe. On est capable de prédire de la marée à plusieurs années d'avance, mais par contre, on n'est pas capable de prévoir une hauteur d'eau un an à l'avance. Voilà, en prenant en compte, bien évidemment, les paramètres météo. Voilà, mais on a eu des retours, hein, sur le fait que certains utilisateurs de nos produits de marée n'étaient pas forcément capables de faire cette distinction et pouvaient être surpris par des différences entre les hauteurs d'eau observées et les hauteurs d'eau prédites, ce qui pouvait avoir des problèmes en termes de navigation. Bon, voilà, après, alors on a présenté, hein, ce qu'on fait. On a effectivement, je me suis repris tout à l'heure, on a un produit de prévision de hauteur d'eau. Voilà, qui est disponible sur le CHOM, sur les sites du CHOM. Donc ça nous a permis de communiquer un peu là-dessus. On met en avant un produit qu'on appelle les océanogrammes et qui est destiné à tous les utilisateurs du littoral et en particulier les navigateurs, qui va donner sur une période de plusieurs heures à plusieurs jours des prévisions de hauteur d'eau et puis également des données météo, le tout présenté sous un format PDF très facile à embarquer en mer sur un bateau par exemple. Voilà, ça c'était pour la partie marée. Je suis peut-être déjà trop long. Je sais pas, Nicolas, tu me fais des grands signes, hein. Voilà. Et puis on a parlé également des courants. Alors les courants, c'était intéressant de parler de courants de marée, hein, parce que
C'est un colloque sur l'observation du niveau de la mer. On parle beaucoup de hauteur d'eau, on parle peut-être un peu moins de courant, même si c'est un sujet qui a été abordé quand même dans certaines des présentations. Mais le CHOM fait également des courants, des mesures de courant de marée et de la modélisation. Et on fait ça depuis très longtemps et on a capitalisé une base de données assez importante sur ces sujets-là. On a vu qu'il y a certaines personnes dans la salle, dans la salle alors qui sont plus là, il me semble qu'ils sont partis, qui font de la modélisation, qui étaient très intéressés par ces données-là et qui ont un peu découvert que le CHOM avait ce patrimoine, puisqu'on a plusieurs milliers de points de mesure de courant sur lesquels on a des observations, on est capable de faire évidemment des prédictions de courant sur ces zones-là et qui peuvent avoir une plus-value très, très importante dans la modélisation. Voilà, alors effectivement, on communique peu sur ces données-là et c'est sûrement dommage. Elles sont pas, on les voit pas sur le site du CHOM, c'est pas des données qui sont mises à disposition facilement. Mais elles existent et on se rend compte que il faudrait sûrement qu'on les mette plus en avant. On les retrouve dans certains produits du CHOM, puisqu'on vend quand même des atlas de courant, mais qui sont plus destinés à la navigation. Voilà, donc il faudrait sans doute que ces points-là d'observation soient mis en avant et puissent être diffusés de manière plus large auprès du public, aussi bien scientifique que grand public, sous des formes à étudier. Voilà, et puis sur les courants, pareil, on a parlé ensuite de la manière dont on mesure les courants au CHOM, ce qui nécessite des moyens à la mer toujours assez importants. Et puis derrière, outils d'analyse, modélisation, etc. etc. On va pas forcément reprendre tout ce qui a été dit ici, mais c'était assez intéressant justement de pouvoir échanger sur ces questions qui sont légèrement connexes à l'observation du niveau de la mer à proprement parler, mais qui sont bien évidemment liés, puisqu'on parle toujours, les phénomènes derrière sont les mêmes, puisque c'est ce qui provoque la marée, provoque les courants. Et voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour des échanges. Donc ce que je retiens, c'est que il faut sûrement qu'on donne une visibilité meilleure aux produits que le CHOM fournit. Et il faut qu'on baisse nos prix aussi, mais bon, ça c'est pas moi qui ai la main dessus. Voilà. Et en tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. C'était un atelier assez intéressant qui a permis d'échanger. Donc merci à tous. Donc nous, c'était l'atelier sur l'apport des données historiques en termes d'études du niveau marin. Donc c'était un atelier qui était assez riche. Il y avait plus d'une trentaine de participants. Il y a eu une bonne discussion, donc on a eu droit à l'amphi. Que dire, c'est assez difficile à synthétiser, mais grosso modo, on a commencé par une introduction un peu donc par Yann du CHOM et Nathalie de l'IRSN, un peu de ce qu'on entendait par données historiques, parce que déjà, même entre nous, on n'entendait pas forcément la même chose parce que c'est qu'une donnée historique. Certains entendent comme donner quelque chose de quantitatif, c'est-à-dire une valeur de hauteur d'eau. Mais pour d'autres personnes, effectivement, une donnée historique, ça peut être une donnée complètement qualitative, c'est-à-dire un peu ce qu'a présenté Nathalie dans sa présentation. Ça peut être une information assez subjective d'estimation de hauteur d'eau qu'on retrouve dans un journal lié à un événement passé, une surcote ou une tempête. Donc déjà, oui, il y a toujours des questions de définition. On a parlé aussi de l'exhaustivité, jusqu'où on est capable de retrouver toutes les données liées à une estimation de hauteur d'eau, et jusqu'où on peut être exhaustif et on peut quantifier l'incertitude qu'on va avoir sur cette estimation de hauteur d'eau dans le passé. Oui, alors il y a eu aussi pas mal de discussions sur les statistiques, c'est-à-dire comment on utilise, comment la donnée historique peut contraindre et apporter des éléments statistiques assez forts pour l'estimation ou les temps de retour des événements extrêmes. Il y avait une question aussi, des questions, nous on a voulu solliciter des questions liées à la modélisation. Par contre, il n'y a pas de modélisateur dans la salle. Donc une des questions, c'était comment on peut utiliser la modélisation, alors la modélisation statistique ou numérique,
pour aider, enfin comment on peut faire des allers-retours entre les données historiques et la modélisation. Est-ce que la modélisation peut nous aider à lever des incertitudes sur les estimations des niveaux passés, et est-ce qu'on peut utiliser les données historiques pour contraindre la modélisation numérique? Donc ça, c'est un sujet, nous, qu'on aurait voulu voir aborder dans la salle, mais il y a eu très peu d'échanges là-dessus parce qu'il n'y avait pas de modélisateur dans la salle. Il y a eu aussi pas mal, donc tout ce qui est, pardon, ouais, tout ce qui est lié à la méthodologie. Donc on dit partir des documents historiques pour réussir à les utiliser par la suite. Donc il faut passer par la numérisation. Donc il y a eu pas mal de discussions aussi autour des outils utilisés. Nunio, on l'a entendu pas mal au cours de ces 2 jours, mais on en a parlé aussi là. Il y a eu, alors c'était intéressant parce qu'il y avait, c'était des gens d'horizons un peu différentes, et sur même l'utilité en fait, le pourquoi on faisait tout ça, à quoi ça servait vraiment les données historiques, est-ce que vraiment c'était utilisé, est-ce que c'est que pour les scientifiques, quelle était l'utilisation concrète. Donc il y avait des gens d'EDF quand on a besoin très fort, très concret sur tout ce qui est niveau extrême. Rappeler aussi tout ce qui est dans la gestion du littoral, tout ce qui est en cours via la DGPR, via ces choses-là. Et aussi l'utilisation scientifique, évolution du niveau de la mer, avoir de la donnée, de l'information pour avoir tout ça, retrouver des extrêmes dans le passé. Donc voilà, ça a été des discussions, c'était assez en discussion, donc c'est assez difficile à résumer. Alors on a eu une discussion aussi sur les médimarémètres. Alors c'est oui. des instruments qui ont été installés à partir de 1885 jusque dans les années 60, si j'ai bien compris, qui sont des instruments qui permettaient d'avoir des estimations des niveaux moyens, c'est-à-dire qui filtraient l'ensemble des données haute fréquence. Donc il y a eu des discussions un peu sur la qualité des données liées aux médimarémètres, parce qu'il y a beaucoup de données historiques, notamment à l'IGN, qui sont issus de ces instruments, les médimarémètres, qui ont été déployés beaucoup en France et à l'étranger, notamment parce qu'ils étaient très, très peu chers. Voilà, donc il y a eu toute une partie de discussion liée à cette question des médimarémètres. Alors aussi, ce qui a une des composantes, enfin un des faits de tout ce qui est data archéologie, c'est que c'est chronophage, ça prend du temps. Et on a pas mal discuté autour de l'évocation, du collaboratif, du participatif, mettre en place pas des structures, des outils, merci, via des plateformes, des choses comme ça, pour faire participer le public et pour que le public puisse participer à mettre en valeur toutes ces informations historiques, que ce soit donc qualitatives, quantitatives. Donc ça a discuté, c'était assez intéressant et c'est vrai que c'est à creuser. Donc moi je vais vous parler un petit peu de l'atelier 3 qui a été coupé en 2 pour des raisons logistiques. Mais dans la partie où on était Romain et moi-même, on a animé un petit peu cet atelier autour de l'acquisition jusqu'à la valorisation et à la diffusion de la donnée. Donc moi je suis un petit peu parti du réseau HTMNet dans lequel je travaille, sur lequel on a présenté les différents outils qu'on avait pu mettre en place pour essayer de faire en sorte que la donnée soit capitalisée, devienne pérenne. Donc on a parlé beaucoup de directives Inspire, de choses qui tournent autour du fair data et de choses comme ça. Donc ça, c'était, ça me paraissait important d'essayer de présenter qu'il y avait des outils aujourd'hui standards qui permettaient de présenter, stocker la donnée et les projets, à la fois avec des outils, de la metadata, des outils standardisés. Voilà, donc ça a été un grand pan de discussion. La deuxième partie a pas mal plus tourné autour du portail du CHOM, donc sur lesquels je ne vais pas revenir parce qu'il y a déjà des choses qui ont été dites. Bon, ça c'était vraiment pour l'atelier, on a focalisé autour de la partie données dans cette partie-là. Merci à ceux qui étaient là aussi évidemment, et je passe la parole au deuxième groupe. Donc effectivement, dans le deuxième sous-groupe sur cet atelier diffusion et valorisation des mesures de hauteur d'eau, il y avait 12 participants, un panel assez large et varié en termes d'utilisateurs. Ça a été très focalisé sur l'usage et l'utilisation de data.chom.fr. Donc un panel assez large et varié d'utilisateurs, des représentants de collectivités locales ou acteurs locaux de différents types, pas mal de représentants de la sphère institutionnelle, type opérateur institutionnel,
IRSN, CHOM, j'oublie CEREMA, et quelques représentants, au moins un de mémoire, de la sphère recherche académique. Le groupe a plutôt bien fonctionné, une participation très active et riche. Il y a 2 usages qui sont ressortis principalement de data.chom.fr. L'un concernant la prévention des risques et l'autre l'usage scientifique. Donc concernant l'usage en relation avec la prévention des risques, il y a eu beaucoup d'échanges et de questions sur la nature, le contenu et la représentativité des informations qui étaient proposées, qui sont proposées dans data.chom.fr. Sur le plan scientifique, des échanges sur la validation des données marégraphiques, la qualité, la qualification et la validation des données marégraphiques, et en particulier le processus d'intégration des données partenaires, REFMAR, donc, qui ne sont pas les données issues du réseau RONIM. Donc voilà, globalement, l'outil, il est ressorti que l'outil était apprécié, en particulier des collectivités locales dans leur préparation à la gestion d'un événement extrême à venir. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et puis un certain nombre de recommandations qui sont sorties du groupe. La première, c'est de réfléchir à la mise en place d'un comité utilisateur data.chom.fr. La deuxième, c'est d'améliorer la communication sur les évolutions du portail. On s'est rendu compte qu'effectivement, c'était pas forcément bien connu. Donc mieux communiquer là-dessus. Et puis compléter, vous l'avez mentionné, compléter des informations de métadonnées qui ne sont pas forcément présentes ou qui sont présentes mais qui ne sont pas dans les fichiers numériques. Et donc ça pourrait aider que ce soit auto-documenté, beaucoup plus auto-documenté. Et enfin, une demande d'information sur les modifications dans les séries marégraphiques, des séries qui sont longues, savoir ce qui s'est passé dans le processus, est-ce qu'il y a eu des changements de capteurs, changements de lieu, etc. Voilà, donc j'espère avoir été le plus fidèle possible. Je me tourne vers les quelques têtes que je reconnais dans la salle qui ont participé au groupe, que je remercie, et voilà, j'espère avoir été fidèle. Et donc un grand merci à tous ces participants aussi, bien sûr. Bon, donc le dernier atelier, l'atelier numéro 4 sur l'instrumentation. J'étais avec Séverine et Ned du CHOM pour l'animation de cet atelier. Nous étions une vingtaine de personnes, pareil, d'origines très différentes, des gens de l'industrie, des gens du milieu universitaire, des responsables de réseaux marégraphiques, portuaires, des pays étrangers. Un panel intéressant, donc une vingtaine de personnes. Et nous avons commencé par aborder donc l'observation du niveau de la mer en général, et nous avons vu que c'était une affaire de compromis, en fait. Des compromis à faire. Tout le monde en a besoin de cette information sur le niveau de la mer, mais il faut faire des compromis dans le choix des sites en fonction de ses besoins, que ce soit pour du niveau moyen, de l'opérationnel portuaire ou de la recherche. Et donc compromis au niveau des sites et compromis au niveau des technologies, eh bien, effectivement en fonction des applications. Les technologies nous ont amené à parler du radar qui est quand même la technologie la plus utilisée et la plus recommandée. Mais il se trouve que dans certains cas, elle ne correspond pas. Par exemple, on a eu des bons exemples dans le port de Rouen, un site avec du clapot qui montre que le radar ne donne pas des bonnes valeurs dans les moments de fort clapot, et que les capteurs précédents à ultrasons étaient meilleurs. Le radar aussi n'est pas adapté lorsqu'on fait de la mesure dynamique du niveau de la mer et qu'on a un mouvement horizontal de la surface que l'on cherche à insonifier, disons, mesurer avec le radar. Ensuite, il était important de parler des étalonnages, une question critique. Et bien sûr, nous avons évoqué cet instrument qui nous sert d'étalon aujourd'hui beaucoup, c'est la sonde lumineuse. Donc un simple ruban métrique qui nous permet
de nous rattacher à une valeur métrique de la distance du tirant d'air, en fait, mesurée par le radar. Et la difficulté, en fait, des radars qui sont installés en eau libre, sur une potence face à une eau libre et qui a un clapot important, comment on fait pour ces radars-là, sachant que déployer une sonde dans ces conditions est impossible. Ce genre d'étalonnage peut se faire que sur un plan d'eau très tranquillisé. Donc voilà, les difficultés d'utiliser cet étalon sur ces radars nouvellement installés hors puits. Alors, on a vu aussi que l'étalonnage devait se faire en faisant une mesure simultanée donc, du niveau de la mer avec un autre appareil que le radar, un autre instrument, et qu'il ne fallait pas faire confiance aux constructeurs qui annoncent des zéros instrumentaux sur les radars qui sont parfois biaisés. Et ça a été constaté par plusieurs personnes. Donc bien veiller à contrôler son instrument et à ne pas faire confiance aux zéros instrumentales données par le constructeur. Après cette partie-là, nous avons abordé la transmission des données et la datation des données. Et aujourd'hui, il est recommandé d'utiliser le GPS, donc le GNSS, pour dater ces données, mais en prenant toujours en compte le décalage entre le temps GNSS et le temps UTC, qui, vous le savez, peut changer. Donc il y a 2 ans, il y a eu un changement, et donc il doit s'élever à 18 secondes, je crois, aujourd'hui. Et donc la télémétrie est quelque chose sur lequel nous avons insisté pour les réseaux nouvellement installés. Il paraît indispensable de les télémétrer pour administrer les marégraphes et permettre la pérennité de ces observatoires de marée. Ensuite, il y a eu une petite partie sur l'archivage des données, à quelle fréquence nous devons archiver les données. Alors évidemment, si nous le pouvons, l'idéal c'est d'archiver à 1 seconde, mais ce n'est pas toujours possible. Donc après, on a dit que voilà, si on pouvait le faire 1 minute, c'est bien, sinon 5 minutes, comme peuvent le faire les gens du port de Rouen, ou bien 10 minutes, comme c'est assez commun, notamment au service hydrographique français. Et puis, pour finir cette session, vous voyez, vous avez abordé beaucoup de sujets. C'était la partie développement instrumental. Et qu'en est-il de l'avenir, de la mesure du niveau de la mer, à quelle technologie utiliser? Donc, nous avons eu la chance d'avoir une petite présentation donc, qui va être répétée demain, enfin, qui va être pas répétée, mais approfondie demain par M. Mdan sur ces innovations low cost, very low cost, très intéressantes. Et puis après, nous avons une présentation un peu plus sur du marégraphe plus haut de gamme, donc les développements éponymes en partenariat avec une société brestoise. Donc les deux côtés, deux possibilités, du low cost ou du haut de gamme pour mesurer le niveau de la mer. Et enfin, après avoir parlé beaucoup de la mesure statique du niveau de la mer, les grands enjeux aujourd'hui, c'est la mesure dynamique. Donc mesurer le niveau de la mer sur comment dire, une zone spatiale étendue parfois. Et donc Pascal Bonnefond nous a évoqué un peu les développements de nappes GNSS tractées, donc les techniques GNSS pour faire des mesures du niveau de la mer au large et parfois du marégraphe jusqu'à la trace du satellite altimétrique. Je vous remercie de votre attention et je remercie aussi tous les participants à cet atelier qui ont été très sérieux parce que le temps de parole a été bien respecté et ça a été très, très intéressant pour nous tous.